font courir des risques à leurs clients, mais à leur propre responsabilité. Bon, alors on a dit état des lieux, on a parlé de déclaration préalable, sinon de permis de louer, on s'est fait peur, on vous a fait peur. Après, on a la suite logique, après avoir évoqué rapidement les diagnostics que les uns et les autres jugent assez nombreux, assez chers et pas toujours suivis des faits. La suite logique, c'est de parler de l'encadrement des loyers. D'abord un mot, vous en êtes où là? Vous avez des informations à nous donner sur ce que pourrait être la loi dans son volet encadrement des loyers ou pas? Les uns ou les autres? Si on s'en tient à nos efforts, aux heures de discussion, de pédagogie, aux mois de concertation, on pense quand même que si dans le privé l'efficacité était la même, le pays serait depuis longtemps arrêté. Il faut être très clair, on a tout dit. Et je ne vais pas dévoiler ce que je dirai ce soir à la clôture de ces débats sur l'aspect politique de nos inquiétudes, mais il est clair que nous n'avons aucune information officielle en quoi que ce soit. Il n'y a que des informations qui permettent, par exemple, je vous fais une citation, à l'Assemblée nationale la semaine dernière, le 16 avril exactement, question de Madame, ça va donner un petit peu de piquant à la conversation, Madame Marie-Georges Buffet, qu'on ne présente pas, pose la question à Madame la ministre du Logement, Madame Duflot. Expulsion pour cause de loyers impayés. Ces situations sont inhumaines et absurdes. Je réponds à votre question sur la loi. Le relogement en centre d'accueil ou en hôtel coûtant souvent plus cher que le maintien dans le logement, allez-vous décider de mettre en œuvre un moratoire sur les expulsions locatives? Réponse de Mme Cécile Duflot, ministre. L'expulsion d'une famille ou d'une personne d'un logement plonge les personnes dans la grande précarité. La trêve hivernale a été prolongée. Une circulaire empêche l'expulsion des ménages d'Allo. Pourquoi j'évoque cette citation par rapport à votre question? J'y viens. Pour éviter les impayés, il faut renforcer la prévention de ces situations. Le niveau de loyer devra être durablement compatible avec le niveau de ressources des familles. Le niveau de loyer devrait être durablement compatible avec le niveau de ressources des familles. La garantie universelle des loyers permettra d'éviter toute expulsion. La GUL, mot tout à fait sympathique à l'oreille, sera discutée dans le futur projet de loi. Nous n'avons pas entendu parler de cela dans les heures, les semaines, les mois de discussion. Donc, je crains, sans dévoiler mon propos de ce soir, que le dogme l'emporte sur la raison. C'est une question que vous posiez? Non, j'ai une réponse. Est-ce que les uns et les autres ont des éléments d'information que M. Ginaud n'aurait pas eu ou une analyse par rapport à l'hypothèse d'un encadrement des loyers qui a démarré déjà, sauf erreur de ma part. Hein. Il faut faire preuve de réalisme. Nous, ce que nous voyons aussi, c'est que les personnes qui ont les moyens de se loger à Paris, elles sont de moins en moins nombreuses. Il faut être réaliste. Le prix à débourser pour se payer un appartement est tellement considérable que vous n'avez plus un couple de médecins qui puisse acheter. De la même façon, les prix des locations ont quand même, par endroits, atteint des sommets. Donc il y a un moment où justement cet excès encourage... Enfin, on a rejeté en dehors de Paris la plupart des Parisiens. Donc, et les actifs ne sont plus au cœur de Paris. Donc je comprends qu'à un moment, dans la mission politique de nous, enfin on est dans une assemblée de la nation, nous sommes tous citoyens, et je défends, c'est pas pour être opposé à ce qui a été dit précédemment, parce que c'est à mon sens tout à fait compatible. Mais on ne peut pas rejeter l'activité en dehors de Paris. On n'est plus une ville musée. Donc il y a bien un moment où il faut qu'il y ait une correspondance entre ce qui est loué, avec les précautions qui sont prises pour les louer dans des conditions requises, on va dire presque normales en fait, et une adéquation avec le prix. Et je comprends que la mairie, à un moment, se pose cette question de repeupler Paris. Je crois que c'est la première fois depuis 10 ans. La voie de l'encadrement est une voie intéressante pour je comprends bien qu'à un moment, la mairie puisse se poser cette question-là. Et vous, M. Venel, alors, est-ce que d'abord, vous dressez le même constat, et est-ce que la voie de l'encadrement vous paraît pertinente ou pas? Je crois surtout que ces diverses mesures, et celle-là qui est annoncée, va évidemment dans le même sens catastrophique, c'est-à-dire créer la pénurie,
Je pense que tous les professionnels sont à peu près d'accord pour dire que l'année 2013, en termes de construction de nouveaux logements, va être la pire depuis 50 ans. C'est quand même une catastrophe. Le gouvernement qui avait fixé un objectif de 500 000 logements nouveaux par an. La pire depuis combien, vous dites? 50 ans. Bien. Bah, écoutez, nous vérifierons à la fin de l'année, mais je pense que nous sommes dans la réalité des choses. Et que, donc, objectif de logement nouveau, 500 000 par an. On va être aux environs, à peine au-dessus de la moitié, sans doute. Pardon? Le dernier chiffre de la Fédération des promoteurs, c'est plutôt 320 000. Non, mais je parle de l'année 2013. Oui. L'année 2013. C'est ça. Mais bon, peu importe, c'est pas ça. Est-ce que vous dressez le même constat d'abord? C'est pas indépendant de votre question, c'est même une réponse directe. Parce que, évidemment, comment voulez-vous que des investisseurs se dirigent vers le logement si, d'une part, on augmente la fiscalité de manière considérable, ce qui s'est fait, et d'autre part, on crée des contraintes nouvelles ou des restrictions qui vont peser sur la rentabilité de leur investissement dans les conditions dont on vient de parler. On est là vraiment au cœur du sujet. Est-ce que vous m'autorisez à vous reposer? Permettez, citation pour citation, puisque... Si vous pouvez éviter Allègre, ça serait pas mal. Jacques Rueff, qui était un conseiller écouté du général de Gaulle, avait dit ceci: « L'expérience montre que les réformes qui vont contre la réalité échouent toujours. » Les réformes qui vont contre la réalité échoue toujours. Mais alors, je repose ma question. Est-ce que la réalité, ça n'est pas celle que décrivait M. Borrell? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il était très difficile, sinon d'acheter, du moins, au moins de louer sur Paris lorsqu'on a des revenus corrects. Mais je pense que la pénurie ne va faire que aggraver la situation. Dans la loi de l'offre et de la demande, si justement l'offre est trop contrainte et trop restreinte, bien entendu, on crée la tension. Le marché, là vous parlez du marché du neuf qui représente à peu près 2% du parc. On ne parle pas que du neuf, on parle aussi de l'ancien, de la rénovation, etc. On parle de l'ensemble. C'est davantage à ça que faisait allusion M. Borrell, me semble-t-il. Oui. Mais est-ce que le marché avait réglé le problème de la capacité des Parisiens à habiter dans Paris? Non, mais je pense qu'on va l'aggraver. Je pense qu'on va l'aggraver. Vous partagez cette analyse ou pas? Non. Tiens, non. Je partage plutôt celle de mon voisin de droite, qui me semble effectivement assez réaliste. On constate, et on en est peut-être quand même tous désolés, mais un niveau exponentiel des loyers ces dernières années. À un certain moment, quand les gens ne peuvent plus accéder au logement, il me semble important de prendre des mesures pour essayer de rétablir. Voilà, on ne va pas revenir complètement en arrière sur le niveau des loyers, mais en tout cas, on essaye d'éviter que ça ne continue à exploser. On notera quand même que ce n'est pas un gel des loyers, c'est simplement un encadrement. Ça veut dire que les loyers continuent à évoluer malgré tout. Simplement, on essaye de ralentir cette évolution. Moi, je pense qu'il fallait réagir, oui, parce que les gens ne peuvent plus se loger, notamment dans les zones tendues. Donc, c'était important de faire quelque chose. Est-ce que ça ne pose pas la question en creux des outils dont disposerait le gouvernement et les professionnels pour évaluer les loyers et leur évolution juste ou justifiée? Alors, je ne vais pas vous répondre, mais je vais en revanche rebondir sur ce qui m'a été prêté comme intention. Et je dois le préciser, ce que j'évoquais, c'était la réalité des choses, d'accord? Et ce que je dois évoquer aussi, c'est notre responsabilité. Nous, en tant que professionnels, nous gérons en bon père de famille. Nous ne cherchons pas à avoir un turnover démesuré, donc nous incitons nos clients à être mesurés dans leur offre locative. Donc, à la fois de respecter la réglementation et d'être, on va dire, dans un prix de marché. Après, c'est le marché qui fait sa loi, mais nous, on est là justement pour caler l'offre et la demande sur des choses qui sont précises, donc qu'il y ait une compatibilité entre le prix et ce qui est mis en location. On est là en bon père de famille, nous ne sommes pas des sauvages, ce ne sont pas on entend souvent des prix qui sont ahurissants pour des toutes petites superficies, nous ne gérons pas de petites superficies. L'encadrement du loyer, il existe déjà. Vous savez que pour moins de 14 mètres carrés, on a déjà une réglementation. Ça, c'était M. Apparu, donc, qui avait fait ça. Tout à fait, et qui n'était pas forcément, réfractaire. Alors, oui, il était réfractaire. Si tu me permets, François-Emmanuel, mettre M. Apparu et sa loi des plus démagogiques sur la taxation des loyers des petites surfaces totalement incontrôlable, d'autant plus que c'est un marché qui est à 99,9% totalement
occulte, soyons raisonnables. Par contre, notre rôle, tu l'as très bien évoqué, nous sommes là pour être des médiateurs, trouver les équilibres. Le marché de lui-même régule cet équilibre. Nous n'avons pas intérêt à avoir des locataires à qui on demande des loyers qui sont, j'allais dire, surtaxés, qui sont surévalués, dès lors qu'ils ne resteront pas longtemps ou ils risqueront de ne pas le payer. Donc l'équilibre se fait aussi tout seul. Il n'empêche, comme le président Bonnel l'évoquait tout à l'heure, il faut être très prudent. Et si on n'arrête pas de montrer le bailleur comme étant un profiteur, on va quand même sérieusement dégoûter tout investisseur ou tout propriétaire bailleur qui met donc, par définition, son logement à louer, au motif que d'une part, il ne pourra pas se récupérer en plus-value sur celui-ci, qui prend tous les risques sociaux et qu'en plus, il n'a pas de reconnaissance sociale comme étant quelqu'un qui a un acte positif. Franchement, où est l'intérêt? Enfin, attention. Attendez, est-ce que c'est le bailleur qui est présenté comme un profiteur ou alors est-ce que c'est le marché qui ne fonctionne pas comme vous l'avez décrit? Parce que lorsqu'on paye 560 € pour 14 mètres carrés, c'est quand même un grand placard. Monsieur l'animateur, enlevez ces exemples qui n'ont rien à faire dans cette enceinte raisonnable. Les 14 mètres carrés de quelqu'un qui loue 5 mètres carrés... C'est une erreur de calcul. Non, les 14 € du mètre carré pour 5 mètres carrés, je ne veux pas en entendre parler parce que c'est un marché qui n'existe pas, qui est un marché noir. C'est comme si on parlait des fous qui sont à 300 à l'heure dans les routes de Paris. N'en parlons pas, ça ne nous concerne pas. Nous n'organisons pas, nous, des assises aujourd'hui pour être dans des excès pareils de bailleurs qui n'en sont pas. Je reprends et vertement j'évoque ça. Monsieur Apparu m'a avoué qu'il avait fait cette loi uniquement politique et que dans les faits, ce n'est pas contrôlable. Donc, soyons raisonnables. Revenons à des choses qui sont le terrain, le marché, la façon dont on vit nos métiers. Il faut être très clair. Si nous ne présentons pas d'une façon positive l'acte de louer à terme, nous prenons tous les risques. Parce qu'on est taxé, on est en fait mal vu, parce qu'on est présenté comme tel, comme profiteur, et en plus, aujourd'hui, la plus-value sur le plan économique n'existe plus. Soyons très raisonnables. On est en train de parler de l'impossibilité pour le secteur public à répondre à l'attente de logement. Il faut que le privé y aille. Si on ne le montre pas positivement, ce secteur privé, attention, on va. Et ce sera le résultat. Nous sommes dans la médiation. Oui, Monsieur Morel, oui, Madame Bourgoin, il nous faut ces équilibres. Et le président Brunel le disait, on est en train d'écouter tout le monde. Nous, on trouve les équilibres. Attention à ne pas prendre des mesures qui vont avoir un effet politique brutal et qui, derrière, vont être dévastatrices. On va en parler avec la salle tout à l'heure. Bien sûr, les garanties, parce que s'il y a des garanties, il y a cette question qui se pose aussi dans la loi, même si vous allez me dire qu'on n'a pas d'éléments encore très précis. Si. Malheureusement, si, d'une façon, mais ce n'est pas officiel. On revient à ce que M. Hollande a dit durant sa campagne électorale, la garantie universelle. C'est la sécurité sociale. Donc, par définition, il n'y en a qu'un seul qui doit payer et tout le monde profite. Attention, on met les pieds. Alors, on peut en parler, bien entendu, au niveau de ce que nous proposons les uns et les autres, dans des équilibres où il est normal que chacune des parties contribue à l'acte de louer. Et dans l'immédiat, les informations que nous avons ne sont pas officielles. Il n'y a rien dans les textes qui sort. Par contre, je vous ai lu une déclaration de Daniel Duflo, la garantie universelle. On peut se poser des questions. Qui veut intervenir? Oui, alors sur la garantie universelle, volontiers, parce que je suis absolument certain que c'est une catastrophe annoncée. Premier élément, il s'agit, vous le savez, je rappelle quand même au stade du moins des projets que l'on connaît, de garantir la totalité des locataires et des propriétaires sans franchise et sans plafond. Bon, premier point. Deuxième point, corollaire, il s'agit d'interdire un certain nombre d'éléments qui permettait de sécuriser le propriétaire, motif pris que, puisque l'État ou l'assurance va vous payer, vous n'avez pas besoin de me demander des papiers, donc caution, vérification des feuilles de paie, etc. Tout ça, interdit. Bon. Alors, inutile de vous dire qu'on entre dans l'irresponsabilité des deux côtés, puisque le locataire peut facilement croiser son propriétaire dans la rue auquel il ne paye pas son loyer en disant « mais vous n'avez aucun problème, l'État vous paye, donc restons bons amis ». Alors, une fois qu'on a dit cela, je crois qu'on a mal mesuré aussi l'ampleur, parce que si on parle d'assurance, que ce soit des assurances privées ou que ce soit un système étatique, je crois que ce n'est pas arbitré, mais dans les deux cas, il faut voir que le montant en jeu est considérable, et vous savez bien qu'en matière d'assurance, on commence par se poser la question du risque maximum. Or, le risque maximum, il dépasse 100 milliards, ce n'est pas une petite somme. Hein. Bon.
Vous voyez ce que ça peut générer. Alors on nous répond, oh mais vous savez, c'est pas un problème, les bons propriétaires et les bons locataires, ceux qui sont ensemble depuis 10 ans, etc., qui payent bien les loyers, bon, ils vont payer pour les autres, donc on va faire quelque chose qui va coûter 1,5 ou 2%. Bon. Moi, je suis absolument certain, et je pense que tous ceux qui ont étudié sérieusement le problème savent que ça va exploser, et que le 1,5 ou 2%, c'est un apéritif, et qu'après va venir le plat de résistance, et il sera très, très, très indigeste. Bon. Ça, c'est votre pari. Permettez juste 2 mots. Je vous en prie. Face à ça, si on est dans une situation consistant à pas simplement dire non, 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 on n'en veut pas à aucun prix, on veut rien faire, on reste comme on est, etc. Je me suis lancé, à tort ou à raison, dans une proposition qui me paraissait raisonnable. Je vous dis tout de suite, elle n'a eu qu'un succès que même pas d'estime, mais enfin quand même. La moitié des difficultés de paiement des locataires, je pense qu'on est d'accord là-dessus, sont dues à ce qu'on appelle les accidents de la vie. Les accidents de la vie se rangent dans 3 catégories. Le chômage, hélas, qui est en progression forte. Deuxième catégorie, invalidité, accident de santé grave, incapacité de travailler durable, etc. Et troisième catégorie, le conjoint, décès, séparation, etc. Bon, voilà les 3 grandes catégories dites d'accident de la vie. L'avantage, si je peux dire, excusez-moi pour l'impropriété du terme, c'est que c'est cernable, c'est mesurable, c'est contrôlable, c'est pas explosif. On sait mesurer ces risques-là, on sait les quantifier, et les gens qui sont dans cette situation-là ne l'ont pas voulu. Donc, on sait comment traiter cela. Si on disait qu'on garantit cette partie-là de manière obligatoire, puisque la position de Mme Duflot, c'est évidemment rendre le système obligatoire, on réglerait 50% du problème. En plus, on réglerait la question des personnes qui sont, malgré elles, dans une situation difficile, qui ne payent pas leurs propriétaires, non pas parce qu'elles ont préféré s'acheter une voiture ou une télévision, mais parce qu'elles sont vraiment dans la difficulté grave et sérieuse, et il est normal qu'on se penche et qu'on essaye de les aider. Bon. Et puis l'autre partie, les autres 50%, la liberté, c'est-à-dire les propriétaires qui veulent s'assurer le font dans les conditions du marché, avec des compagnies d'assurance qui sont en concurrence, qui vont peut-être mettre des franchises, peut-être des plafonds, peut-être des bonus-malus, enfin, etc., tout ce qu'on connaît en matière d'assurance. Bon, là, chacun fait ce qu'il veut, les assurances sont en compétition et on est dans le marché. Moi, je pense que cette solution, évidemment, ne remplit pas tous les buts que Mme Duflot déclare, et notamment la citation que vous venez à l'Assemblée nationale, que vous venez de lire. Mais enfin, je pense qu'on a fait un pas important, à la fois dans l'intérêt du locataire et dans l'intérêt du propriétaire. Voilà ce que je voulais dire. J'ai juste une précision, parce qu'il y a un élément qui m'échappe. Le locataire, par exemple, serait assuré pour ce que vous appelez les accidents de la vie, même si quelquefois les divorces sont une vraie chance. Hein. On ne va pas entamer ce débat. Mais donc, pour ça, il serait assuré. Et alors, il irait voir une assurance genre Groupama ou je ne sais quoi en lui disant... Cher monsieur, voilà, j'envisage de m'acheter plutôt une voiture que de louer, de payer mon loyer. Donc, est-ce que vous acceptez de m'assurer? Non, mais attendez. La deuxième partie, c'est-à-dire ce qui ne serait pas les accidents de la vie, le propriétaire est libre de s'assurer ou pas, comme aujourd'hui. Mais quel assureur accepterait d'assurer autre chose? Bien entendu, parce que la différence avec le système de Mme Duflot, c'est que l'assureur privé, par définition, qui assurerait la deuxième partie, il prendrait des précautions dont je viens de vous parler, des franchises, des plafonds, des bonus-malus, enfin tout ce qu'on connaît. Les assureurs savent traiter ce problème-là. Et le propriétaire qui serait en cascade avec des difficultés de locataire, soit sa prime exploserait, soit il serait viré. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Bourgoin? 3 accidents de voiture de suite dans votre tort, l'assureur vient vous trouver. Même si vous avez raison, d'ailleurs, il vient vous trouver. Madame Bourgoin. Oui, nous, il nous semble que c'est important de mettre en place cette fameuse garantie universelle des loyers qui change de nom depuis des années, qui a quand même été envisagée par plusieurs gouvernements différents et sans pouvoir être mise en place de façon correcte et satisfaisante jusqu'à aujourd'hui. Donc le projet de Mme Duflot, eh bien, c'est
d'essayer de faire aboutir cette garantie universelle. Le problème qui se pose, c'est le financement de cette mesure. Il a raison, M. Brunel, il dit que ça va coûter cher. Oui, ça va coûter cher, peut-être pas aussi cher que l'envisage mon voisin, mais voilà, moi j'ai pas comment dire, je ne pense pas que les locataires vont arrêter de payer leur loyer parce qu'il y a une garantie universelle qui est derrière. Et je pense aussi qu'on peut mettre en place des garde-fous par rapport aux locataires qui seraient de mauvaise foi. Voilà, mais là-dessus... c'est quoi le garde-fou, madame? Eh bien, c'est qu'il y ait des recours contre ces locataires qui ne paieraient pas leur loyer pour s'acheter une télévision. Pas d'expulsion, a dit madame Duflot. Pas d'expulsion. Nous, on est favorable, on n'est pas pour les expulsions pour les locataires de mauvaise foi. Non plus. Voilà. Donc, qu'il y ait une garantie universelle des loyers, c'est indispensable. On a fait une étude à la CLCV pour proposer un financement sur cette garantie. Et voilà, on ne pense pas que ça va déresponsabiliser les locataires ni les propriétaires. On pense même que c'est pour sécuriser les propriétaires et pour les inciter à mettre leurs biens en location, même s'il y a des dispositifs d'encadrement des loyers. Bon, donc avec vous, c'est Rousseau, l'homme est bon. C'est la société qui l'invite à emprunter des chemins peu fréquentables. Et vous dites, Rousseau, il donne des leçons, mais il avait tort, hein, c'est ça? Il avait même abandonné ses enfants. Juste un petit complément, sans monopoliser la parole par rapport à l'intervention. Si vous me permettez juste un mot, qu'il s'agisse de garantie, qu'il s'agisse d'assurance, on sait très bien que les deux points clés, c'est l'amont et l'aval. Bon, l'amont, ce sont les documents que présente le locataire et qui permettent d'apprécier le risque, le ratio par rapport à son salaire, etc., puisqu'on nous annonce que de ce côté-là, il y aura des restrictions très importantes, donc on fragilise terriblement cette partie-là. Et deuxièmement, l'aval, c'est hélas l'expulsion. Je ne dis pas que ce soit une situation satisfaisante pour personne, mais on n'a pas trouvé d'autres solutions. Comme les expulsions n'auront plus lieu, eh ben, il n'y a pas d'aval non plus. Alors, pardonnez-moi, entre les deux morceaux du sandwich, ce qui sera au milieu va être très, très, très indigeste. M. Borel, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pour moi, c'est des notions très abstraites. Hein. Pour moi, tout ça, on est dans le monde de l'utopie. Garantie universelle de loyer, si c'est des fonds publics qui doivent les garantir, déjà qu'on n'a pas le moyen de payer des hôpitaux, je ne vois pas comment ça serait possible. En revanche, si ce que je vois de la part de certains clients, c'est qu'ils souscrivent des assurances de loyer impayées. Je n'ai jamais compris pourquoi le locataire lui-même n'avait pas une contribution à verser à ce titre-là. Et je rejoins tout à fait M. Brunel, c'est que les risques, ils sont des deux côtés. Donc c'est tout aussi pénible pour le locataire de perdre son logement, j'en suis convaincu. Donc qui s'assure lui-même en prévision d'un accident de la vie, pourquoi pas. Après, dans les faits, vous parlez à un fils d'huissier de justice. J'ai même proposé qu'on partage cette assurance. Oui, c'est ce que je viens de dire. Moitié-moitié. C'est ce que je viens de dire. Le propriétaire fait un effort. Éventuellement. Mais vous parlez à un fils d'huissier de justice, donc je vais avoir du mal à défendre des assurances locatives. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est la mise en œuvre. Si vous voulez, le propriétaire, il est là, il a un bien. Souvent, c'est son seul bien, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qui lui permet de vivre, par moment. Il est important que ces garanties soient très importantes aussi. Il faut absolument... Moi, au début, je pensais que la garantie des loyers impayés, c'était pour le propriétaire. Puis je m'aperçois petit à petit que c'est pas si évident que ça. Donc lui, ce qui est important, c'est qu'il a un retour sur son investissement. C'est qu'il est là. Donc le problème, sont que les procédures de mise en œuvre des expulsions sont trop lentes. On ne peut pas attendre 2 ans. Un propriétaire ne peut pas tenir pendant 2 ans sur sa seule ressource. Voilà. Donc c'est OK, mais à condition qu'il y ait à la fois une participation du locataire pour quand même l'impliquer dans cet acte-là et qu'il y ait des facilités sur les expulsions. Parce que c'est les intérêts, il faut regarder les deux intérêts. Souvent, le locataire gagne mieux sa vie que le propriétaire. Souvent, le locataire gagne mieux sa vie que le propriétaire. Bien sûr. Bien sûr. Puisque ce sont des biens qu'il a depuis longtemps, qu'il a dans son patrimoine depuis longtemps. Ben, la plupart du temps, les propriétaires sont d'anciens propriétaires. Ce sont des personnes qui ont vécu sur Paris, qui ont pu se payer leur appartement, qui sont partis vivre en province d'où ils étaient originaires et qui le mettent en location. C'est leur seul bien, c'est leur retraite. Donc ils ne peuvent pas attendre 2 ans sans avoir de ressources.
Oui, sur le financement de cette garantie, nous, ce qu'on propose, c'est que ce soit abondé par les locataires, avec le reversement de leur dépôt de garantie, par les propriétaires, et puis le troisième tiers par l'État. De façon, effectivement, à ce que tout le monde soit responsabilité. Parce que je suis d'accord avec vous, le locataire aussi a un intérêt à pouvoir se prémunir contre d'éventuels accidents de la vie. Moi, je ne suis pas ici en tant que contribuable, mais je vous dis, pour moi, c'est une utopie qu'on puisse mettre de l'argent là-dedans. On est quand même sur un marché privé, il doit pouvoir se réguler lui-même. Voilà. Ça n'a pas marché, vous êtes d'accord quand même? Ça n'a pas vraiment marché, les prix ont explosé. Où est-ce qu'on en est actuellement? Non, je ne sais pas, autrement on ne se poserait pas toutes ces questions si ça avait marché, s'il n'y avait pas de problème. S'il n'y avait pas de problème. Parce que c'est la contrepartie. Non, mais il ne faut pas se voiler la face. Parce que moi, je pense qu'il faut affronter les réalités. Quand on parle de l'encadrement des loyers comme on y va, c'est la contrepartie que l'on donne aux propriétaires. Enfin, le propriétaire, il récupère le montant de l'assurance dans le loyer. Le propriétaire récupère le montant de l'assurance dans le loyer. Alors, tiens. Vous savez ce qu'on va faire? Étienne Ginoux, un mot, après une dernière question à tout le monde, et après on vous donne la parole. Puisque mon ami François-Manuel Borel pose la bonne question, ne nous voilons pas la face. Nous ne sommes plus sur un marché privé. Nous sommes sur un marché qui se dit privé, mais que l'on veut absolument rendre public. Le logement n'est plus considéré comme étant un bien dont librement le propriétaire peut disposer. Il est totalement encadré parce qu'on a besoin de son bien pour la problématique sociale du pays, pour le logement. Donc il n'est plus privé, il est totalement encadré économiquement, juridiquement, réglementairement. Aujourd'hui, y a-t-il une compensation pour le propriétaire face à cet enjeu? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus rien de privé dès lors qu'il y a une emprise de l'État et du contribuable qui est en train d'arriver pour financer la problématique de l'impayé. On est sorti complètement d'un domaine privé. On est dans l'économie mixte totale du marché. Alors, est-ce que l'une et l'autre des parties sont respectées? Allons demander aux locataires. Il n'y a pas un locataire qui refuse l'idée intellectuelle de participer à l'idée de ce que le risque qu'il prend, il y contribue financièrement. J'en ai parlé beaucoup avec M. Rodriguez. C'est une question de proportion. M. Rodriguez, qui est membre de la CSCV. Question de proportion. Dès lors que tout le monde contribue à l'acte de se sécuriser et que chacun est respecté et que l'on met les deux parties en présence comme étant respectées et respectables, on peut trouver un terrain d'entente. Et qu'on dise la vérité, on a besoin du logement privé à telle condition, dans telle protection, chacune des parties contribuant à cet acte, avec la même notion d'effort et de respect. Aujourd'hui, on est dans un schéma permanent de balancier où aujourd'hui, on est en train de dire c'est trop cher, on encadre, on protège une partie et c'est tout le monde qui paye. Attention à la forme qui peut être dévastatrice, comme disait le président Brunel. Alors, avant de donner la parole à la salle, je voudrais simplement, puisqu'on a parlé de marché, de l'équilibre du marché, l'une des conditions du marché, ce n'est pas un docteur en économie que je vais apprendre ça, c'est la transparence, et on a eu quelques exemples où la transparence n'était pas toujours au rendez-vous. Monsieur Brunel, une des questions que j'aimerais vous poser aux uns et aux autres, c'est, au fond, est-ce que le logement est un bien comme un autre ? Est-ce qu'on est en train de parler d'une bouteille de coca ou de je ne sais quoi? Est-ce que le logement doit être soumis aux mêmes règles du marché que n'importe quel autre bien? Je connais bien la thèse qui anime certains, c'est que le logement étant un bien essentiel, et ça c'est pas contestable, comme l'éducation, comme la santé, etc., il doit être gratuit. Bon, c'est cette thèse-là à court et à une certaine audience. Bon. La question est qu'il y a un financement nécessaire et par conséquent, comment dégage-t-on les moyens? C'est un peu la même chose que ce que disait un ministre de la Santé à partir donc d'un autre bien essentiel qui est la santé, en disant la santé certes n'a pas de prix mais elle a un coût. Le logement il a un coût et qui assume ce coût et comment peut-on assumer ce coût? Alors on est dans une contradiction parce qu'au moment même où l'État, on le sait, est de plus en plus impécunieux, n'arrive pas à trouver les ressources minimales, est en difficulté grave de financement, on est dans la crise de l'État-providence,
Et au même moment, on se dit, eh ben, voilà, il faudrait que le logement coûte moins cher, soit accessible plus facilement, etc., etc. On est dans la contradiction, parce que n'ayant pas de ressources complémentaires provenant de l'État, Madame tout à l'heure dit, mais l'État pourrait mettre un tiers de l'assurance. Mais l'État n'a plus d'argent, on le sait bien. L'État racle tous ses fonds de tiroir et encore, il n'y arrive pas. Donc on ne voit pas comment l'État peut dégager des ressources nouvelles. Et que par ailleurs, comme ça a été dit autour de cette table, le malheureux propriétaire privé qui aurait l'idée d'investir dans l'immobilier neuf ou ancien se trouve matraqué fiscalement, réglementairement, suspecté, vilipendé, etc. Le malheureux... Mais elle n'est pas avec le dos de la cuillère, quand même. Non, non, mais écoutez... C'est du lourd, quoi. Oui, le malheureux propriétaire privé, il vote avec ses jambes, il s'en va. Il quitte le marché. On est à moins... un public Permettez, on est à moins 40% sur les 6 derniers mois, sur les investisseurs privés. Bon, donc il y a une réalité. En plus, l'Europe est ouverte, le monde est ouvert. Le propriétaire qui veut investir dans le logement, il peut investir ailleurs, en toute légalité, ailleurs. Bon. Alors, et il le fait. Est-ce que le logement est un bien comme un autre Évidemment non. Hein. Je pense que quand même on partage tous ce constat, même si ensuite on n'en déduit pas les mêmes choses. Mais non, le logement, c'est quand même évidemment ce qui permet à chacun d'entre nous d'être intégré dans la société. Et voilà. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant en disant l'État n'a plus d'argent. Oui, c'est vrai. En même temps, il y a certains investissements qui permettraient à l'État de faire des économies dans un second temps. Par exemple, sur cette garantie universelle des loyers ou sur d'autres systèmes de sécurisation, sur investir dans la construction de logements, si ça peut permettre d'éviter que des personnes se retrouvent sans logement, se retrouvent à la rue, soient logées dans des hôtels sociaux avec des coûts monstrueux, ou qu'ensuite on soit obligé de mettre en place des systèmes de relogement comme le système des commissions d'ALO, je pense qu'au final l'État ferait des économies et qu'on voit bien là que le logement n'est pas un bien ordinaire et qu'il doit être préservé. Et que c'est important pour chacun d'entre nous d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Monsieur Borel, à cette question quasi philosophique, mais quand même qui a les pieds sur terre et qui peut être sonnante et trébuchante, le logement est-il un produit comme les autres et donc doit-il être soumis aux règles du marché qu'on connaît? Non, bien sûr que non. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre entre les mains de n'importe qui. Et donc d'un professionnel de l'UNIS, de préférence. Pourquoi pas, en effet. Mais oui, après, c'est moins l'œuvre du praticien qui s'exprime là. Mais c'est vrai que c'est une œuvre de vie. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous aspirez à fonder une famille, à avoir un foyer. Et le foyer, en ces temps de crise, c'est quelque chose de primordial parce que vous ne savez pas, vous œuvrez pour votre toit. Je le comprends très bien. Mais c'est pour ça qu'il faut protéger les propriétaires, qu'il faut protéger les locataires. L'un ne va pas sans l'autre, de toute façon. Donc mais je vous dis, pour avoir les garanties suffisantes, il faut que les confier entre de bonnes mains. Dernier mot, Étienne Ginaud, puis après on donne le micro là-bas. Sur la même question, ce n'est pas une conclusion définitive que je vous demande, sur cette question du logement, produit ou bien comme un autre. Ce que nous disons, aussi intéressant soit-il, n'est aujourd'hui absolument pas entendu, me semble-t-il. À savoir que, bien sûr, ce n'est pas un bien comme un autre, mais on est déjà en train de montrer le fait que le possédant, comme le mot l'indique, doit s'effacer au profit de celui qui est dans la souffrance d'avoir à se loger. On est en train de dépasser l'aspect politique vers l'aspect philosophique, ça va très loin. C'est très dangereux. Parce que quand on parle de garantie universelle, on n'est pas en train de parler de l'état du logement, on n'est pas en train de parler de la valeur locative, on n'est pas en train de parler du lieu où l'on veut vivre. On a droit au logement. Et sous les fenêtres de mon bureau de l'UNIS, je vois régulièrement passer des manifestants sans papier qui réclament le droit au logement. Ils sont encadrés de la police qui organise la manifestation. Ça nous dépasse. Nous sommes dans une situation où les problèmes sociaux dépassent largement les aspects techniques, professionnels que nous évoquons, car il y a des décisions qui vont dépasser toute la raison que nous sommes en train d'évoquer.
C'est ce que je peux craindre. C'est votre